Comme on dit, il y a de nombreuses années, dans un royaume d'Allemagne, vivait un monarque généreux et courageux qui possédait un immense château entouré de forêts luxuriantes et d'un gibier abondant. Le roi s'est longtemps absenté du palais, soit dans des batailles pourchassant des ennemis, soit lors de voyages politiques dans d'autres royaumes avec lesquels il négociait. Il n'avait pas de progéniture et cela le tourmentait beaucoup, ainsi que sa femme la reine, qui suppliait sans cesse d'avoir des enfants pour lui remonter le moral avec leurs aventures et leurs jeux. Un après-midi d'hiver, la reine se promenait dans les jardins du palais et fut surprise de voir que son rosier avait fleuri et qu'il y avait là une merveilleuse rose, défiant le froid et la neige. Elle a immédiatement voulu la couper de ses propres mains, mais nous savons déjà que les roses ont des épines et la reine s'est blessée avec elle lorsqu'elle a voulu couper la rose. Les gouttes de sang tombèrent sur le sol enneigé et la reine sentit que tout ce qui se passait était un message. Elle demanda à être enceinte d'une fille aussi blanche que cette neige et aux lèvres rouges comme ce sang qui l'ornait. La reine était effectivement enceinte et quand la fille est née, ils l'ont nommée Blanche-Neige. La naissance de Blanche-Neige a rempli le royaume de joie. Cependant, la joie ne dura pas longtemps car la reine mourut quelques mois après avoir donné naissance à Blanche-Neige, plongeant le roi dans une profonde tristesse et mélancolie et pour cette raison il partit en partie de chasse, et visita les royaumes voisins pour négocier avec eux. Et donc passé loin du palais pendant de longues périodes. Lors d'un de ses voyages, il rencontra une belle dame qui tomba profondément amoureuse de lui et finit par l'épouser et l'emmener dans son royaume. Cette dame a apporté avec elle un immense miroir fait avec du sable des terres orientales espagnoles, ce qui lui a donné un reflet spectaculaire, quelque chose d'étrange à l'époque où les miroirs n'étaient pas aussi bons qu'ils le sont aujourd'hui. Elle fit installer le miroir dans une pièce spéciale qui manquait de meubles et la nouvelle reine visitait cette pièce tous les matins et y passait un bon moment, on l'entendait parler et rire pendant qu'elle était dans la pièce, elle en ressortait alors toute heureuse et souriante. Des rumeurs parmi les serviteurs sur ce qui pouvait arriver lors de ces étranges visites que la reine faisait chaque matin à la salle des glaces. Certains ont dit si je n'étais pas un peu fou. D'autres ont dit qu'il priait peut-être à haute voix. D'autres ne savaient pas quoi dire et se contentaient d'écouter les commentaires. La vérité est que la reine se tenait chaque matin devant le miroir et, regardant son visage et sa silhouette parfaitement reflétée, parlait au miroir en disant « Miroir, merveilleux miroir, dis-moi qui est la plus belle femme de ce royaume ?» Quiconque a raison dans la tête ne pense même pas à parler à un miroir, à demander quelque chose, encore moins à penser qu'il aura une réponse, mais dans le cas de la reine, quelque chose de surprenant s'est produit, le miroir a été ensorcelé et j'ai répondu à votre question. Toi, ma reine, tu es la plus belle femme de ce royaume et de toutes celles qui l'entourent, il n'y a pas de beauté égale à la tienne. Il faut dire maintenant que la reine était obsédée par la beauté et particulièrement par sa beauté. Elle avait des potions, des crèmes, des boissons diverses pour entretenir sa silhouette, enlever toute trace de cheveux gris dans ses cheveux, et à la moindre ride elle courait aussitôt terrifiée chez ses conseillers en images pour qu'ils lui indiquent tel ou tel remède. Elle dormait la tête enveloppée dans un bas qui étirait la peau de son visage, elle s'enduisait abondamment de crèmes de différentes plantes pour garder sa beauté lisse et lisse, elle se baignait avec différentes essences et faisait un certain nombre d'exercices pour qu'aucune goutte de graisse s'accumule dans votre corps. En dehors de ses corvées quotidiennes, la reine était malheureusement entrée dans le monde de la magie et en entrant dans ce monde, elle est devenue une redoutable sorcière et a visité des états de personnes qui pratiquaient la magie noire et lugubre, le tout dans le seul but de continuer toujours belle et belle. C'est lors d'une de ces visites qu'il trouva le merveilleux miroir qu'il l'avait apporté au palais. Cela lui a coûté une fortune, mais cela en valait la peine, car le miroir était enchanté et un sorcier maléfique avait enfermé un génie à l'intérieur du miroir qui devait dire la vérité à ceux qui lui demandaient quelque chose. Face à un tel scénario, le roi s'est éloigné de son royaume bien plus souvent qu'auparavant, laissant les choses entre les mains de ses ministres et laissant malheureusement Blanche-Neige plus seule qu'une seule.
Dans ce méfait, les années passèrent et le roi continua ses absences, la reine continua ses visites quotidiennes à la salle des miroirs et Blanche-Neige grandit sans la moindre surveillance de sa belle-mère, qui se foutait littéralement de ce qui lui arrivait. Belle-fille. Tout le monde dans le palais se demandait ce qui se passait avec la reine, parce que tout le monde vieillissait, tout le monde tombait malade, tout le monde ils se sont aggravés à la cour sauf pour elle, qui est restée fraîche et luxuriante comme le premier jour où ses pieds ont posé le pied sur ces terres royales. Depuis que le roi est resté si longtemps absent, elle a commandé et ordonné tout dans le château, elle n'a pas interféré dans les affaires de l'État, mais elle a donné des ordres à gauche et à droite concernant la vie de la cour. L'une des exigences était que toute femme qui travaillait dans le palais ne pouvait rivaliser avec elle en beauté, de sorte que la reine elle-même était chargée de choisir avec soin les femmes qu'elle y faisait servir, qu'elles soient cuisinières, gardes, femmes de ménage ou ministres. Quand ils avaient besoin de personnel dans le palais, ils étaient obligés de s'aligner et celui avec le nez le plus long, ou celui avec les cheveux les plus miteux, ou si elle était borgne, ou avait un défaut physique, était choisi pour cela. Ou ce poste. Ainsi, parmi les villageois, il s'appelait déjà le château du lait. Bien sûr, dans ses soucis triviaux, la reine n'a pas remarqué que sa belle-fille a grandi et est devenue une femme de 16 ans à la peau blanche comme neige et aux lèvres rouges sang. Une légende circulait parmi les paysans et les artisans sur la reine, sa beauté et ses modes de vie étranges. Tout le monde le craignait et parlait de son éternelle jeunesse et des moyens de réaliser cet étrange phénomène. Tout le monde savait que dès que l'un d'eux avait une fille d'une certaine beauté, lorsqu'elle atteignait un certain âge, cette fille disparaissait mystérieusement et personne n'entendrait plus jamais parler d'elle. De nombreuses rumeurs circulaient sur les filles disparues et les villageois en vue d'un tel événement rendaient leurs filles laides, soit en les négligeant jusqu'à ce qu'elles ne le puissent pas, c'est-à-dire avec leurs cheveux non peignés, maculés de charbon de bois pour cacher leurs traits, soit lorsqu'il n'y avait pas moyen de cacher leur beauté en les envoyant loin de ces terres. Triste journée pour tout le monde, la reine s'est réveillée aussi heureuse que jamais, et après s'être bien frotté le visage pour enlever les ongles de beauté qu'elle s'était mis pour dormir, elle s'est approchée de la salle des glaces comme tous les matins. Debout devant le miroir, il a demandé la même routine que toujours. Miroir, merveilleux miroir, dis-moi qui est la plus belle femme de ce royaume? Et comme toujours le miroir répondit. Toi, ma reine, tu es la plus belle femme de ce royaume et de toutes celles qui l'entourent, il n'y a pas de beauté égale à la tienne. Cependant, ce jour fatidique, le miroir a ajouté à sa réponse habituelle. Mais tu dois savoir qu'il y a une fille qui grandit avec plus de beauté que toi ma reine, avec une peau blanche comme la neige et des lèvres rouges comme le sang et sa beauté dépassera bientôt la tienne. Les yeux de la reine s'écarquillèrent furieusement, elle quitta la pièce et appela immédiatement les gardes qui la servaient fidèlement. Cherchez parmi les gens de la ville cette fille à la peau blanche comme la neige et aux lèvres rouges comme le sang et vous saurez quoi en faire. Les hommes de main sont allés visiter les villes et les villages mais n'ont trouvé personne avec de telles qualités. Ils n'ont trouvé que des filles faibles, dégingandées, échevelées et laides au possible. À leur retour, ils informèrent la reine de leur demande. La reine, cependant, était très méfiante, le miroir ne mentait jamais. Méfiante de l'annonce dans le miroir, elle alla rendre visite à un sorcier qu'elle consulta pour des remèdes et des potions car elle voulait voir de ses propres yeux les visages de ses sujets et de ses filles pour vérifier l'annonce que le génie lui avait faite. Le sorcier lui donna une boisson d'une couleur dégoûtante et d'une apparence non moins répugnante qu'elle but en arrivant au palais et dans d'atroces douleurs car cela lui brisa les os, se tordit et se contorsionna, la transformant en une horrible vieille femme, avec une grosse bosse, un nez long et plein, verru et mains longues et osseuses. La reine se regarda dans le miroir et souriante, elle quitta le palais par une porte secrète et parcourut les routes à la recherche d'une beauté parmi les habitants de sa ville. Il ne trouva rien qui ressemblât à une jolie femme sur son chemin, seulement des gens mal habillés, des enfants sales et des femmes grosses et dégingandées.
Satisfaite de sa mission, elle retourna au château et prenant l'autre décoction que le sorcier lui avait préparée, elle retrouva sa véritable apparence à travers bien des peines. Il lui a fallu quelques jours pour se remettre de la torsion et de l'étirement auquel son corps avait été soumis. Elle ne voulait pas se refléter dans le miroir car elle se souvenait de l'horrible silhouette de la vieille femme et cela la tourmentait beaucoup. Après un certain temps, il retourna dans la salle des glaces et posa à nouveau sa question. « Miroir, merveilleux miroir, dis-moi qui est la plus belle femme de ce royaume ?» Et le miroir lui donna à nouveau la réponse. « Toi ma reine, tu es la plus belle femme de ce royaume et de toutes celles qui l'entourent, il n'y a pas de beauté égale à la tienne. Mais tu dois savoir qu'il y a une fille qui grandit avec plus de beauté que toi, ma reine, avec une peau blanche comme lèvres rouges sang et neige et sa beauté surpassera bientôt la vôtre. » Oui, la reine a crié, « Tu mens, miroir maudit, j'ai envoyé mes soldats et ils n'ont trouvé personne d'une description similaire. Je suis moi-même parti à leur recherche et je n'ai rien trouvé d'autre que puant, échevelé et en lambeaux personne. » Tu sais que je ne peux pas mentir, répondit le miroir. Comment est-ce possible alors ce que vous me dites? La reine lui a crié avec colère, qui est-ce? Où est-il situé? Quel est son nom? Dites-moi, il a crié. Elle s'appelle Blanche-Neige, lui répondit le miroir, sa peau est aussi blanche que la neige et ses lèvres rouges comme le sang le plus pur, elle grandit magnifiquement et est plus belle que toi. La reine était stupéfaite. Blanche-Neige, Blanche-Neige, à quoi ressemblait ce nom pour elle? Où l'avez-vous déjà entendu? Il se souvint soudain de sa belle-fille qu'il n'avait pas vue depuis son arrivée au palais. Blanche-Neige, dit-il, ce morveux, ce farfelu qui mesure à peine 2 pieds. Quel âge a ce crétin maintenant? Elle sortit en trombe de la salle des miroirs et appela ses serviteurs. Où est Blanche-Neige? Qu'en est-il de cette femme ingrate qui ne vient jamais me rendre visite? Amenez-la-moi tout de suite et faites-la comparaître devant moi. Bientôt Blanche-Neige est apparue. La reine pâlit d'envie quand elle la vit, c'était vraiment une belle fille, avec une peau blanche et lisse, des cheveux noirs de jais, des yeux caramel et un visage doux et délicat. Tu m'as envoyé appeler ma reine, dit Blanche-Neige d'une voix douce et plutôt craintive. La reine, changeant de visage, sourit gentiment, bien sûr, ma fille, tant de temps au château, tant de tâches ménagères, tant d'obligations m'avaient empêché de prendre soin de toi, viens t'asseoir à côté de moi, soyons amis, dis-moi tes plans, dis-moi comment tu vis au palais, est-ce qu'il te traite bien? Es-tu installé confortablement? Blanche-Neige, stupéfaite, s'approcha de la reine et s'assit à côté d'elle. Oui, bien sûr, c'est ma maison, votre majesté, j'habite dans certaines chambres, gardées par mes gouvernantes depuis que je suis petite, elles m'apprennent, prends soin de moi, moi. Eh bien, oh, oh. Je les déteste, ils sont tous ennuyeux, autoritaires et grondants. Pendant qu'elle parlait, elle regardait sa belle-fille et l'envie grandissait parfois dans son cœur. Blanche-Neige était beaucoup plus belle qu'elle et sans avoir besoin de ses crèmes, concoctions et exercices. Mais, répondit Blanche-Neige, ils me traitent bien madame, on joue, on s'amuse, ils m'apprennent le grec, le latin, les prières, ils sont vraiment gentils. Bien sûr, des jeux, lui dit la reine, mais une fille comme toi doit se sentir seule, enfermée là-dedans avec 4 grosses vieilles, regardant passer les jours et les nuits ennuyeuses avec leurs conversations cordiales et pusillanimes. La jeune fille ne savait que répondre, cette conversation avec sa belle-mère l'avait submergée, elle n'avait jamais eu le moindre contact avec la femme de son père depuis qu'elle était arrivée au palais, elle ne l'avait jamais appelée et elle ne s'était jamais un peu intéressée à elle. Quelle était la raison de cet intérêt soudain pour sa vie et ses habitudes? Comment est-il possible, continua la reine, que vous ayez grandi dans mon dos, ici au château, et que vous soyez devenue une si belle femme? Imaginez, vous ici et moi, fouillant les villages et les hameaux boueux, marchant sur des excréments de vaches et parlant à des villageois pestilentiels, sales et débraillés. Blanche-Neige la regarda surprise d'une telle conversation.
Oh mon Dieu, je t'ai ennuyé avec ma conversation, maintenant va-t'en et continue à jouer avec tes bonnes, continue à devenir si belle, lui dit-il tristement, et nous verrons ce que nous ferons de toi. La fille la regarda effrayée. Oh, s'il te plaît, ne fais pas cette tête effrayée, je veux dire ma chérie, que tu devras organiser une fête, une danse, un grand dîner, quelque chose doit être organisé pour ton, quel âge dis-tu que tu as? Je vais avoir 16 ans, votre majesté. 16 ans, quel âge magnifique, quand la beauté s'éveille dans le corps d'une femme, imagine Blackwater, si tu es si belle maintenant que tu ne le seras pas bientôt? Tous les princes voltigeront autour de ce palais en se faisant passer pour toi et en cherchant à t'épouser. Oui, si vous le dites. Bien sûr que je le dis ma fille, vas-y maintenant, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer et de voir ce que je fais de toi. Blanche-Neige a laissé la présence de sa belle-mère très inquiète car elle avait également entendu les rumeurs sur les habitudes de la reine, ses rites de beauté et les visites que les serviteurs faisaient aux sorciers, sorcières et sorciers, mais en même temps elle était très excitée par la dame. Des mots, une fête, une danse, peut-être que les rumeurs n'étaient que ça, des rumeurs et elle voulait vraiment rattraper le temps perdu et voulait être son amie et faire revivre la vie au palais. Une fois que la reine a vu Blanche-Neige quitter sa présence, son visage est passé de la douceur à celui de la colère et de la rage. Il a quitté la pièce avec colère et s'est dirigé vers le patio où ses soldats s'entraînaient. Il a regardé autour de lui mais a pensé que cela pourrait être très visible s'il envoya ses gardes pour ce qu'il avait prévu dans son esprit troublé. Alors changeant rapidement d'avis, il se dirigea vers les cuisines du château. Les cuisinières, les cuisiniers, les femmes de chambre, les blanchiseuses et les blanchisseuses, les lave-vaisselle et les domestiques en général ont été stupéfaits de la voir apparaître là parmi les poêles et les marmites, les braises et les tas de nourriture attendant d'être cuite. Qui commande ici? Il a dit avec défi, allez, répondez vite, mauviette. Que voulez-vous dire madame, réussit à dire une femme robuste. Ne perdons plus de temps, dit sèchement la reine, je veux que tu envoies le meilleur chasseur du palais dans ma salle de réunion dès que tu le verras, et disant cela, elle partit en laissant tout le monde dans la cuisine avec un air choqué. Visage. La reine a attendu dans sa chambre que l'homme vienne et quand il est venu, elle a commencé à discuter avec lui. Êtes-vous le meilleur chasseur de palais? Alors dit madame. Vous avez une famille, des fils, des filles, une femme, allez, parlez vite, je n'ai pas de temps à perdre. 2 filles de majesté. Amenez-les devant moi, ils seront mes laquais à partir d'aujourd'hui, ils m'aideront dans tout ce que je peux penser. Le chasseur, craignant pour la vie de ses filles, la regarda effrayé, mais, madame, mes filles sont maladroites. Négligentes, elles savent à peine cuisiner, ou monter à cheval, elles n'ont même pas une bonne conversation, ce sont de vrais idiots. Peu importe, chasseur, je ne veux pas qu'elles me servent, mais pour qu'elles soient une monnaie d'échange pour un travail que je veux te proposer, si tu ne remplis pas ma mission, tes filles payées de leur vie. Je vous préviens que celui qui me trompe paie cher son audace. Et si le chasseur avait peur d'une telle menace? S'il vous plaît, l'homme a commencé à parler, Votre Majesté, que vous avons-nous fait? Je vous sers fidèlement, je remplis ma mission de la meilleure façon possible. Tais-toi, la reine l'interrompit, je ne veux pas de tes gémissements capricieux, ce que j'ai à te demander est très facile à réaliser, seulement que pour savoir que tu réaliseras mon souhait je resterai un gage à tes filles, et viendrai sur je ne suis pas ce que ces commérages me décrivent, la mafia, je libérerai vos filles dès que vous aurez fait mon travail, aussi simple que cela. J'écoute ma reine, dit passivement le chasseur. Dès que Blanche-Neige arriva dans les chambres qui lui étaient réservées dans le palais pour qu'elle puisse y vivre, elle fut aussitôt entourée de ses gouvernantes. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que ce bruit, la reine voulait? Ma fille, tu as mauvaise mine, que t'a-t-il dit? Rien, Sa Majesté m'a vraiment fait du bien, il m'a parlé d'amitié, de m'organiser une fête, de faire danser de jeunes princes,
Oh, je ne sais pas danser, je n'ai jamais dansé, je ne saurais pas comment se comporter dans une telle situation. Les bonnes femmes qui l'avaient élevé se regardaient avec confusion. Y aura-t-il quelqu'un dans le palais qui sache danser? Blanche-Neige continua de parler, nous n'avons jamais donné de fête au château, et quels vêtements porte-t-on à un bal? Comment est le protocole? Puis-je parler à quelqu'un? Dois-je garder beaucoup de sang-froid ou peut-être que lors des galas, ils donneront libre cours à rire et à s'amuser? Ma fille, lui dit l'une d'elles, es-tu sûre que c'est ce que ta belle-mère t'a proposé? Vous n'aurez pas mal compris? Non, c'est ce qu'il m'a dit, tu dois organiser quelque chose, une fête, un banquet, des princes des royaumes voisins viendront te réclamer. Les gouvernantes, très confuses par l'explication de Blanche-Neige, ne parvinrent pas à lui répondre, mais elles se méfiaient de la gentillesse de la reine, elles ne voulaient pas enlever l'illusion de la jeune fille, qui avait vécu seule et abandonnée de tous pendant des années, là dans ses chambres, avec pour seule compagnie ses servantes et le soldat occasionnel qui veillait sur sa sécurité. Cet intérêt soudain de la belle-mère pour Blanche-Neige et le fait d'avoir entendu tant de mauvaises choses sur la reine leur ont fait dresser les cheveux sur la tête. Le bien de Blanche-Neige ne comprenait pas les mauvaises intentions que sa belle-mère avait prévues pour elle, dans tout ce qu'elle avait été gentille et affectueuse. Dans son esprit excité, elle s'imaginait dans la grande salle du palais, avec une robe de gala, et quelques musiciens jouant quelque chose, à quoi ressemblerait une danse. Comment les autres dames s'habilleraient-elles? Comment la reine s'habillerait-elle? Son père viendrait à un tel événement? Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu de nouvelles du roi son père. Au bout de quelques jours, ils frappèrent à la porte de la chambre de Blanche-Neige et la reine entra en toute pompe. « Ah, je t'en prie, dit-il avec un peu de dégoût, c'est ici que tu habites, petite fille ?» Quel taudis dégoûtant, et toi, dit-il en regardant les bonnes, tu ne sais pas demander cette petite bouche pour qu'il y ait quelque chose de luxueux et d'élégant. Ne sais-tu pas que tu t'occupes de la princesse? Quels horribles rideaux sont ceux qui ont choisi cet horrible tapis? Et ces meubles de campagne, je m'occuperai de vous dès que j'aurai le temps. Regardez garder la fille de mon cher mari dans ces conditions, mais ce qu'on peut attendre de la foule, dehors, en ce moment toute ma présence. Les femmes partirent et la reine s'adressa alors à Blanche-Neige avec beaucoup de tendresse. Viens chérie, viens avec moi, sortons de cette porcherie, il me donne le vertige. Elle a pris Blanche-Neige, la serrant dans ses bras, lui donnant de l'affection et la choyant en cours de route, elle l'a emmenée dans les jardins. Ma fille, lui dit-il, tu es très pâle, ces imbéciles ne t'emmènent-ils pas prendre l'air? Non, ne me dites rien, ce n'est pas nécessaire. Écoutez, je confie à ce chasseur à qui j'ai demandé de vous emmener faire une longue promenade autour du palais, pour que vous puissiez vous rosir un peu et prendre l'air du printemps. C'est un grand chasseur donc vous n'avez rien à craindre car il vous protégera et vous gardera de sa vie. Le chasseur la regarda et s'inclina respectueusement, ce qui fit que Blanche-Neige se confia sur ses bonnes intentions. En souriant, elle embrassa la reine et se mit à marcher suivie du chasseur. La reine la regarda fixement et dans son cœur elle ressentit une petite touche d'amour pour la princesse, mais passant sa main sur sa joue elle retourna à ses tâches routinières. Blanche-Neige a reçu l'air du printemps avec une émotion authentique, elle a très peu quitté le palais, elle a à peine quitté les chambres qui lui avaient été attribuées, de sorte que ce cadeau de la reine lui semblait une merveille particulière. Il courut joyeusement dans l'herbe fraîche, huma l'odeur des fleurs sauvages, leva les yeux vers les nuages et inspira l'air pur de la campagne dans ses poumons. Le chasseur la regardait attentivement, et de temps en temps il souriait de la voir si heureuse et contente, cela lui rappelait ses propres filles, cependant un nuage de douleur lui rappelait le but de cette promenade. Arrivé à bonne distance du château, le chasseur coinça Blanche-Neige contre des haies et, sortant son couteau, la regarda d'un air menaçant. Blanche-Neige fut saisie de terreur et se mit à pleurer de peur. Le chasseur a fait plusieurs tentatives pour la poignarder mais il n'a pas pu le faire, le cœur de son père l'a empêché de prendre la vie de cette fille innocente. Va, cria-t-il à un moment donné,
fuyez d'ici, fuyez, là où personne ne vous trouvera, cachez-vous de la reine, elle m'a demandé de vous tuer et de prendre votre cœur comme preuve. Blanche-Neige a été stupéfaite par de telles informations. Laisse-toi partir, cria le chasseur, fuyez avant que je ne le regrette, sortez d'ici et ne revenez jamais. La jeune fille, effrayée au point d'en être incapable, a couru jusqu'à l'épuisement, pénétrant dans les profondeurs de la forêt. Dans une petite clairière, elle est tombée au sol épuisée et entre les larmes, la douleur et beaucoup de tristesse, elle s'endormit. Le chasseur revint au palais avec le cœur d'un cerf qu'il avait tué, il l'apporta dans un coffre que la reine lui avait fourni. Il le lui présenta puis il quitta rapidement le palais, chercha sa femme et ses filles, et quitta ses terres. Tôt ou tard la reine pourrait découvrir la supercherie et riposter. La reine a reçu le coffre, l'a ouvert et a vu le demi-cœur attristé, mais a rapidement retrouvé son visage habituel et est revenue à ses routines quotidiennes. Elle a annoncé la triste nouvelle de la mort de Blanche-Neige, attaquée par un loup lors de la promenade à laquelle elle avait été invitée, a fait semblant de pleurer, de se lamenter et a même enfilé une robe noire pendant quelques jours. Si auparavant dans le palais ils avaient un peu peur de lui, maintenant les commérages et les appréhensions de tout le monde étaient corroborées. Personne ne croyait à l'histoire du loup, des rumeurs de la disparition du chasseur et de sa famille circulaient dans les groupes de serviteurs qu'il pleurait le triste sort de Blanche-Neige et a affirmé que la reine elle-même avait ordonné sa mort. Quand Blanche-Neige s'est réveillée, elle s'est sentie dépassée, triste, seule et abandonnée, elle s'est souvenue des terribles événements qui l'avaient amenée là et elle s'est mise à pleurer angoissée. Qu'u allait-elle devenir? Où était-elle? Où pourrais-je aller? Il se leva et commença à marcher plus loin dans les profondeurs de la forêt. Passant une petite rivière, elle trouva une maison de campagne très négligée. Effrayée, elle frappa à la porte mais personne ne répondit. Elle poussa la porte et entra. Au début, elle pensait qu'il serait abandonné, car tout dans la maison était un désordre colossal, de la vaisselle sale et empilée, des vêtements ici et là, de la poussière partout et la cuisinière comme si personne ne l'avait utilisée depuis des années. Cependant, dans le garde-manger, il trouva du pain et du fromage, des fruits fraîchement cueillis et des noix. Il a alors compris que quelqu'un devait visiter cette petite maison de temps en temps, peut-être sortir pour chercher de la nourriture. Alors il a décidé d'attendre et de voir si celui qui y habitait lui offrirait un abri. Rappelons-nous que Blanche-Neige était une princesse, donc elle ne savait rien faire de domestique, mais elle était bien rangée et propre. Alors prenant un balai, elle commença à balayer le sol. Elle avait vu les bonnes le faire à plusieurs reprises, ça ne pouvait pas être très difficile. Il balaya du mieux qu'il put et épousseta avec un chiffon qu'il trouva quelque part, au moins il put s'asseoir sur une chaise. Vers la nuit, la porte s'est ouverte et très effrayée, elle s'est levée pour se présenter au propriétaire de la maison. Ils entrèrent, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 petits hommes plus ou moins effrayés. Il était doux, sale à souhait, et ils la regardaient tous avec étonnement. « Qui es-tu? Que fais-tu chez nous ?» Blanche-Neige s'inclina respectueusement et se présenta timidement. « Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige, j'ai vu la porte s'ouvrir et je suis entrée chercher refuge. » Elle leur a raconté son histoire et tout le monde a été ému par ce qu'ils ont entendu. Les petits hommes étaient des mineurs, des mines de charbon qui existaient sur ces terres. Chaque matin ils partaient pour les mines et revenaient la nuit couverts de suie et pleins de charbon. Ils n'avaient guère le temps de faire autre chose que de manger quelque chose et de se coucher le soir. Le lendemain matin, retour à la mine. Dans cette maison, lui a dit un des petits hommes, « Tu peux rester, ma fille, n'aie pas peur, nous habitons tellement loin de tout et de tous que je t'assure que la reine ne pourra pas te trouver si tu restes ici. Oui, vous voyez comment nous vivons, non vous n'aurez pas de luxe, ni personne qui peut vous aider, nous n'avons pas le temps de nettoyer, ou autre chose que travailler et dormir. C'est vrai, vous n'aurez pas manque de charbon pour te chauffer, dit-il en désignant ses amis qui étaient tachés mais qui ne le pouvaient pas et sourit. Blanche-Neige sourit heureuse de trouver de l'affection parmi ces hommes, les remercia pour leur gentillesse et ils s'assirent tous pour manger et bavarder longuement. Dans le palais,
Pendant ce temps, la vie continuait comme toujours, routinière et ennuyeuse. La reine avait envoyé des émissaires auprès du roi pour l'informer du drame survenu avec sa fille, et loin de l'amener dans son domaine, elle le repoussa plus loin, mourant peu après, seule, triste, et abandonnant tout et tout le monde. Blanche-Neige étant morte, la reine se tournait vers le miroir jour après jour pour demander encore et encore la même chose, et le miroir répondait toujours la même litanie. Il ne parlait plus de Blanche-Neige. Apparemment la profondeur de la forêt, ou peut-être la distance, a empêché que le génie connaisse son existence. Dans la petite maison de la forêt, Blanche-Neige avait trouvé un foyer et elle se sentait aussi aimée que lorsqu'elle était au palais avec les infirmières qui l'avaient élevée et soignée. Les petits hommes la traitaient comme une fille et prenaient soin d'elle à tout moment, l'avertissant de ne parler à personne, de sortir le moins possible et de rester cachée au cas où un émissaire du château viendrait à ces endroits. Les gens du château ne s'étaient jamais aventurés dans ces terres, mais c'est plus être sûr que désolé. Plusieurs mois se sont écoulés à cette époque. Blanche-Neige essayait d'être la plus utile possible. Elle avait au moins la maison rangée, il n'y avait plus de vaisselle entassée, plus de vêtements ici et là. Elle a fait un peu de bricolage dans la cuisine, mais bon, ses soupes brûlaient. Elle ne comprenait pas trop comment fonctionnait le poêle et elle remplissait la maison de fumée. Elle balayait ainsi, mais elle était toujours heureuse et peu à peu elle surmontait ses échecs culinaires. Les petits hommes, prévenant ces ragoûts insipides, apportèrent des noix, des fruits de saison et petit à petit ils lui apprirent à faire de la soupe au pois et à cuire des œufs. Petit à petit, Blanche-Neige s'aventure dans les allées, sort prendre un bain de soleil, se promène, fait de longues promenades dans les bois et cueille éventuellement des mûres ou des châtaignes. Un beau jour, il rencontra des paysans qui allaient à la foire de la ville. Comme ils ne l'avaient jamais vue, ils se mirent à discuter avec elle. Blanche-Neige savait se faire discrète dans ses propos, mais quand même, les paysans voyant ses gestes et ses formes délicates comprirent tout de suite qu'elle devait être quelqu'un de bonne famille. Ils se sont d'abord demandé si les hommes de la mine ne l'auraient pas kidnappée et emprisonnée et menacée, mais ils ont rapidement écarté cette opinion car la fille était vivante, heureuse et souriante. Blanche-Neige n'a pas donné plus de sens à cette rencontre, mais néanmoins, des rumeurs et des commentaires sur la belle et délicate fille qui vivait avec les mineurs dans la maison forestière ont rapidement commencé à se faire entendre, et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens racontent une chose avec un autre et bientôt ils ont commencé à soupçonner s'il ne s'agissait pas de la princesse Blanche-Neige, disparue et présumée morte par la reine et dont le corps n'a jamais été retrouvé. D'une manière ou d'une autre, les rumeurs et les soupçons atteignaient le palais et le génie du miroir découvrit bientôt que dans la petite maison de la forêt vivant avec les mineurs, il y avait une fille à la peau blanche comme neige. Quand le lendemain matin la reine se rendit dans la chambre et demanda au miroir son bien connu « Petit miroir, elle fut stupéfaite par la réponse. Blanche-Neige était vivante, elle s'était réfugiée dans la petite maison dans les bois où vivaient les petits charbonniers. Comment était-ce possible? Le chasseur l'avait trompée. Pleine de colère et de fureur, elle quitta la pièce et courut aux cuisines demander la maison du chasseur, mais la réponse la rendit encore plus furieuse qu'elle ne l'était déjà, brisant des pots en argile et jetant tout par terre. Il restait les cuisines. Pleurant de rage, il se rendit dans ses appartements et ourdit un plan terrible, prit plusieurs pommes et les mit dans un panier, puis introduisit-il à tremper une des pommes dans un poison qu'il avait fait et en a aspergé une demi-pomme. Elle a bu la concoction qui l'a transformée en une vieille femme laide et ridée et est partie par la porte secrète vers la petite maison dans les bois. Il lui fallut longtemps pour y arriver, et quand elle y parvint, elle s'assit lasse et découragée sur un banc qu'elle avait poussé contre le mur de la cuisine. Blanche-Neige était à l'intérieur en train de fredonner une chanson qu'elle avait entendue depuis qu'elle était enfant. Lorsqu'elle a entendu les halètements de la vieille femme, elle l'a regardée par la fenêtre. « Oh, dit la reine, je suis désolée, ma fille, si je t'ai fait peur, je vais en ville vendre mes pommes et j'étais tellement fatiguée que je me suis assise ici pour reprendre mon souffle, je ne veux pas déranger toi, je m'en vais. S'il vous plaît, madame, restez aussi longtemps que vous le souhaitez, prenez de l'eau. »
Tu chantais petit, quelle belle mélodie, où l'as-tu entendu? Qui t'a appris? Blanche-Neige a souri, je ne sais pas, je l'entends depuis que je me souvienne, parfois je chante en faisant des choses pour me divertir. Comme tu es belle, ici, je te donne une de mes pommes, le bien est récompensé par le bien, c'est pour toi chérie, c'est la plus juteuse de mes pommes, je les récolte moi-même, je t'assure qu'elles sont les plus délicieuses, toi goûteras jamais. S'il vous plaît madame, allez vendre vos pommes en ville, vous n'avez pas besoin de me récompenser, je vous ai juste donné de l'eau. Tu as fait plus que cette fille, tu m'as donné l'espoir de réaliser mes souhaits, viens t'asseoir à côté de moi, soyons amis. Ces mots ont glacé le sang de Blanche-Neige, c'étaient les mêmes que sa belle-mère lui avait dit il y a longtemps. La reine, comprenant son erreur et voyant la réaction de la jeune fille, changea rapidement de stratégie. Viens ma chérie, n'aie pas peur de cette vieille femme laide et ridée, c'est presque l'heure du déjeuner, partage cette pomme avec moi, fais-moi cette faveur, je serai heureux si tu fais ça. Blanche-Neige, méfiante, s'assit à côté d'elle et lorsqu'elle vit que la vieille femme coupait la pomme en deux et qu'elle en mangeait la moitié, elle comprit qu'il ne pouvait y avoir de mal à cette moitié de fruit que la vieille dame lui offrait avec tant d'affection. Blanche-Neige a été une terrible erreur car la moitié que la reine mangeait était la moitié propre et elle a offert la moitié empoisonnée à la fille. Il mordait la pomme et avalait le morceau qui avait été mordu et tombait mort au sol. La reine, voyant que son plan avait fonctionné, prit le couteau avec lequel elle avait coupé la pomme et elle-même prendrait le cœur de la jeune fille pour s'assurer que cette fois il n'y aurait aucun moyen pour elle d'être sauvée, mais le son du lait mineur revenant de son travail l'ont fait fuir dans la terreur avant qu'elle ne soit vue et puisse être associée à la mort de Blanche-Neige. Elle regarda les petits hommes angoissés courir vers le corps de la fille et entendit comment ils disaient et déploraient la mort de Blanche-Neige. Ces cris confirmaient que cette fois elle était morte et morte, elle s'était enfin débarrassée d'elle. Elle revint au palais épuisée par la promenade, gonflée et voulant se débarrasser de cette horrible image de vieillesse et de laideur, elle prit la potion et se tordant de douleur, elle recouvra sa silhouette et sa beauté. Elle a passé plusieurs jours au lit, ses transformations l'ont laissée sans force et son corps a énormément souffert, ses os lui faisaient mal, ses cheveux tombaient et ses ongles se cassaient facilement, elle devait retrouver force et santé pour continuer à être jeune et belle. Quand elle se sentit récupérée, elle s'approcha du miroir et demanda, elle obtint la réponse qu'elle cherchait, elle était toujours la plus belle du royaume, Blanche-Neige était morte. Dans la petite maison de la forêt, les petits hommes pleuraient la perte de leur fille bien-aimée, elle avait apporté de la joie à leur vie simple et laborieuse, ils regrettaient de ne pas avoir pu mieux s'occuper d'elle et voyant que son visage était toujours belle, ils ont décidé de lui fabriquer une urne en verre et de la laisser dans une petite clairière dans les bois près d'un ruisseau car ça faisait mal même d'enterrer leur bien-aimée Blanche-Neige. Il est arrivé qu'à cette époque un prince avec son entourage se promenait sur les terres des mineurs et lors d'une promenade, le prince trouva ce beau cercueil avec Blanche-Neige à l'intérieur, cela lui semblait quelque chose de si inhabituel et la beauté de la fille l'éblouit de telle manière qu'il voulait emmener le cercueil à son palais, afin que tout le monde puisse voir une telle merveille trouvée dans la forêt des mineurs. Les soldats et compagnons sont venus et tout, étonnés d'une telle découverte, ont soulevé l'urne avec beaucoup de précautions, mais voilà, un des soldats a accidentellement glissé sur l'herbe mouillée et l'urne a roulé sur le sol, jetant le corps de Blanche-Neige un peu plus loin et dans la secousse, la fille recracha le morceau de pomme empoisonnée qui s'était coincé dans sa gorge et ainsi elle respira à nouveau avec soulagement. Blanche-Neige se réveilla en sursaut et remercia son sauveur de l'avoir ramenée à la vie, elle lui raconta ce qui s'était passé et le prince l'emmena dans son château pour y vivre. Tout le monde dans le château s'est émerveillé de l'histoire de Blanche-Neige. Et bientôt le prince a annoncé son mariage à la fille. Ils emmenèrent les 7 petits hommes au palais pour être les gardes personnels de Blanche-Neige et organisèrent un grand banquet le jour du mariage auquel ils invitèrent tous les rois et reines des pays voisins.
Bien sûr, la belle-mère était également invitée, et une fois remise de sa dernière et plus terrible aventure dans la petite maison des bois, elle était belle et jeune à nouveau, elle parlait aux couturiers et tailleurs de sa cour pour qu'ils puissent lui faire une robe qui lui donnerait l'air de ce corps svelte et merveilleux qu'elle avait à nouveau, les coiffeurs lui ont donné une coiffure incroyable et les crèmes et les potions l'ont rendue vraiment belle. Le jour du mariage, elle arriva au château et tous les invités se retournèrent pour l'admirer, les exclamations d'admiration et de respect pour une dame aussi élégante et belle se multiplièrent. Il y avait tellement de monde que la belle-mère a été laissée dans la foule lors de la cérémonie de mariage, mais elle pouvait clairement observer tout le monde et tout. Quand elle a vu Blanche-Neige habillée en mariée, elle s'est presque évanouie de peur. Cette fille avait plus de vie qu'un chat. Comment était-il possible qu'il soit encore en vie? Comment se fait-il qu'il soit là en compétition avec elle en beauté? Comment l'Iradi avait rencontré le prince et pire encore comment pouvait-elle devenir reine? Un après-midi fatal s'écoula, tous les regards s'étaient tournés vers Blanche-Neige, la laissant au second plan, la colère, le ressentiment, l'envie recommencèrent à germer dans le cœur de la reine et elle chercha dans son esprit un moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce traîné Blanche-Neige. Pleine de haine, elle regarda sa belle-fille et quand elle commença à pousser hors de la grande salle du palais, sa belle-fille réussit à la voir et, effrayée, elle dit à son déjà mari. Immédiatement le prince appela ses gardes, et pour ne pas faire de scandale ils laissèrent sortir la marâtre et une fois qu'elle eut monté sa voiture et s'éloigna un peu du palais ils la saisirent et la mirent dans un cachot en attendant d'être jugée et condamnée pour ses crimes horribles et ses bêtises. On n'entendit plus parler d'elle dans son royaume, Blanche-Neige revint avec son prince et désormais ils étaient rois et reines pour le plus grand plaisir de tous. La salle des glaces était scellée à jamais, les petits hommes étaient les gardiens personnels de la nouvelle reine et les gardiens et les spoilers des enfants qu'ils avaient. Quant à la méchante reine, n'ont plus jamais entendu parler d'elle, certains commentent qu'ils lui ont mis des chaussures de fer enchantées qui l'ont forcé à danser et à tourner sans arrêt, d'autres ont dit qu'il l'avait verrouillée dans une pièce pleine de miroirs où elle se reflétait constamment et sans ses potions et ses boissons, elle avait l'air plus laide et plus âgée chaque jour. La vérité est qu'elle était enfermée dans une cellule sombre du palais, et là elle passait ses journées, sans elle crème, ongles et potions diverses, il vieillit comme n'importe qui d'autre, les transformations qu'il avait subies pour tuer sa belle-fille lui firent des ravages et ses cheveux tombèrent en tas et ses os mous. Et ils ont mal continuellement. Et ainsi l'histoire de Blanche-Neige se termine, ils disent que le château existe toujours, et que la salle des miroirs n'a pas encore été ouverte. Un jour, ils l'ouvriront, espérons que ce n'est pas une méchante reine qui lui demande. Merveilleux miroir, miroir, qui est la plus belle femme de ce royaume?